Elle était perçue comme une simple servante, mais elle cachait un secret capable de détruire un duc. Il était craint de tous, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il devait sa propre vie à la femme qu'il ignorait. Un passé enfoui commence à refaire surface, révélant des vérités que personne n'avait osé raconter. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, regardez jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous écoutez cette belle histoire. Nous continuons. Le chemin de gravier blanc semblait interminable. Élodie serrait fermement la lanière de son sac délavé, tandis que la voiture avançait entre des portails en fer forgé massif, chacun plus imposant que le précédent. À l'extérieur, le paysage s'étendait en un vert profond, d'anciens vignobles qui montèrent les collines comme des vagues figées dans le temps. Elle n'avait jamais vu autant de terre appartenant à une seule personne. Le chauffeur, un homme d'un certain âge au visage fermé, n'avait pas dit un mot depuis qu'il l'avait récupérée à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Il s'était contenté d'un signe de tête quand elle avait demandé si c'était bien là, et avait ouvert la portière arrière d'un geste sec. Élodie avait compris le message. Il ne fallait pas poser de questions, il ne fallait pas tenter de discuter. Elle était là pour remplir un accord, et moins elle se ferait remarquer, mieux ce serait. La demeure principale apparut au sommet d'une douce élévation, blanche comme un os lavé par le soleil, avec de larges terrasses soutenues par des colonnes qui semblaient avoir plus de 100 ans. Il y avait des fenêtres aux vitres épaisses, des volets en bois sombre et un jardin frontal où des fontaines en pierre déversèrent de l'eau avec un son continu et hypnotique. C'était trop beau pour être réel. C'était trop intimidant pour être accueillant. Quand la voiture s'arrêta devant les larges marches de l'entrée, Élodie descendit lentement, sentant le poids du silence. Personne ne l'attendait. Aucun sourire de bienvenue, aucune domestique curieuse épiant par la fenêtre. Juste l'immense demeure, impassible, et le son lointain des grillons commençant leur chant vespéral. C'est alors qu'elle le vit. Raphaël de Beaumont se tenait sur le balcon supérieur, appuyé contre le chambranle d'une porte-fenêtre entr'ouverte. Il ne descendit pas pour la saluer. Il ne fit aucun signe. Il se contenta de regarder, avec cette expression qu'Élodie avait déjà vue chez les hommes habitués à commander, sans avoir besoin d'élever la voix. Il était grand, les épaules larges sous sa chemise blanche, aux manches retroussées jusqu'aux coudes, les cheveux sombres coiffés en arrière avec une rigueur presque militaire. Son visage avait des traits durs, une mâchoire prononcée et des yeux qui semblaient calculer la valeur de chaque chose qu'ils effleuraient. Elle soutint son regard pendant 3 secondes, assez de temps pour qu'il sache qu'elle n'allait pas baisser la tête, assez de temps pour qu'une ride presque imperceptible se forme entre ses sourcils. Puis il tourna le dos et disparut à l'intérieur de la maison. Élodie monta les marches seule, portant son sac contenant les quelques vêtements qu'elle possédait. La porte d'entrée était ouverte, révélant un hall d'entrée au sol de marbre froid et un lustre en cristal qui devait peser plus lourd qu'elle. Tout sentait la cire d'abeille et le vieux bois. Tout était trop silencieux. Une femme surgit d'un couloir latéral. Elle devait avoir environ 60 ans, les cheveux gris attachés en un chignon serré, une robe grise impeccable et une expression qui laissait clairement entendre qu'Élodie n'était pas la bienvenue. Elle s'arrêta à 3 mètres de distance, croisa les bras et examina la nouvelle venue de la tête aux pieds avec un dédain mal dissimulé. « Vous êtes Élodie » dit la femme. Ce n'était pas une question. « C'est moi. Je suis Madame Solange, gouvernante de cette demeure depuis 32 ans. Je vais vous montrer votre chambre. Ensuite, les règles. » Élodie suivit la femme à travers des couloirs qui ressemblaient à des labyrinthes, des murs couverts de portraits d'hommes sévères et de femmes au regard lointain, tous vêtus de vêtements des décennies passées, des meubles lourds, sombres, qui occupaient l'espace comme s'ils défendaient un territoire. Toute la maison respirait l'histoire, mais c'était une histoire qui n'invitait personne à en faire partie. La chambre se trouvait au 2e étage, dans une aile que Solange appela l'aile haie. Elle était spacieuse, avec un lit double couvert de drap blanc empesé, une armoire en merisier et une fenêtre qui donnait sur l'arrière de la propriété. Élodie pouvait voir au loin un étang entouré de saules pleureurs et, plus loin encore, des constructions plus petites qui devaient être les maisons du personnel. Monsieur Raphaël prend son petit déjeuner à 6h30. Il déjeune à midi. Il dîne à 20h. Il n'aime pas les retards. Il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas les questions, dit Solange,
énumérant chaque point avec une précision chirurgicale. Vous prendrez vos repas à l'office, avec les autres employés. Vous n'entrez pas dans son bureau. Vous ne touchez pas à ses papiers. Vous ne quittez pas la propriété sans prévenir. Élodie posa son sac sur le lit, doucement, et se tourna pour faire face à la gouvernante. « Et que fais-je exactement ici ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Solange leva le menton, comme si la question était impertinente. « Vous restez. C'est ce que vous faites. Vous restez tranquille, vous restez à votre place et vous ne causez pas de problème. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, la femme était déjà sortie, fermant la porte avec un clic sec. Seule dans la chambre silencieuse, Élodie s'assit au bord du lit et respira profondément. Elle savait exactement ce que cet accord signifiait. 2 mois plus tôt, quand son oncle Gérard était apparu dans la pension où elle travaillait à Paris, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, elle se doutait déjà que ce n'était pas pour parler de la famille. « J'ai trouvé une opportunité pour toi, Élodie. Quelque chose de bien. Une maison de gens importants, près de Bordeaux. Tu y vivras, tu auras tout ce dont tu as besoin et tu résoudras un de leurs problèmes en même temps. » Elle avait refusé sur le champ. Gérard avait toujours eu des arrière-pensées. Il avait toujours voulu la contrôler depuis que sa mère était morte et qu'il s'était autoproclamé responsable d'elle. Mais l'homme n'avait pas abandonné. Il était revenu le lendemain et le surlendemain et le jour suivant, toujours avec cet air de celui qui rend service, mais avec des yeux qui réclamaient des dettes qu'Élodie n'avait jamais contractées. Et puis il avait prononcé le nom, Raphaël de Beaumont. Il avait expliqué que l'homme avait besoin de quelqu'un pour occuper la position d'épouse uniquement sur le papier, pour régler des questions légales concernant la propriété, pour calmer la famille qui faisait pression pour un mariage. Rien de vrai, aucun sentiment, juste une présence. Tu restes là-bas 1 an, tu remplis le contrat. Et quand tout sera réglé, tu repartiras avec assez d'argent pour recommencer loin d'ici. Loin de moi, si c'est ce que tu veux. C'est cela qui avait convaincu Élodie. La promesse de liberté. La chance d'échapper enfin à l'ombre de Gérard, à ses visites importunes, à ses demandes qui ressemblaient toujours à des faveurs mais n'en étaient jamais. Mais maintenant, assise dans cette chambre qui sentait la naphtaline et la solitude, Élodie se demandait si elle n'avait pas troqué une prison pour une autre. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. En bas, un homme traversait la cour, une binette sur l'épaule. Plus loin, une femme étendait du linge sur une longue corde. Une vie normale, des gens normaux, alors qu'elle était enfermée dans cette immense demeure, avec un homme qui la regardait comme si elle était un meuble. La première semaine passa dans un silence presque absolu. Élodie découvrit la routine de la maison par l'observation. Raphaël se levait avant le soleil et parcourait les vignobles à cheval, revenant toujours avec ses bottes crottées et une expression encore plus fermée qu'à son départ. Il travaillait dans son bureau jusqu'à midi, déjeunait seul dans la salle à manger principale, en lisant les journaux, et retournait au travail jusqu'à la tombée de la nuit. Quand il dînait à la maison, c'était toujours seul. Élodie n'était jamais invitée à s'asseoir à la même table. Elle mangeait à l'office avec Solange, avec M. Antoine qui s'occupait des chevaux, avec Mme Lucienne qui dirigeait la cuisine, et avec quelques autres employés qui allaient et venaient par roulement. Les conversations étaient toujours prudentes. Personne ne parlait de Raphaël directement, mais Élodie percevait les sous-entendus. Il était respecté, il était craint. Et personne, absolument personne, ne remettait ses décisions en question. Ce fut lors de la 2e semaine qu'Élodie commença à explorer la propriété. Non pas parce que quelqu'un l'y avait autorisé, mais parce que rester enfermée dans cette chambre commençait à l'étouffer. Elle marchait dans les jardins quand le soleil commençait à décliner, observant les anciens rosiers dont personne ne semblait s'occuper correctement, les statues de marbre tachées par le temps, les sentiers de pierre qui menaient vers des endroits qu'elle ne connaissait pas encore. C'est ainsi qu'elle découvrit la petite maison au fond de la propriété. C'était une construction ancienne, bien plus petite que la maison principale, à moitié cachée par des cerisiers frondés. Elle n'avait qu'un étage, des fenêtres aux vitres embuées et une étroite véranda où des chaises à bascule rouillées grinçaient sous le vent. Élodie allait passer son chemin quand elle entendit une voix. « Castim, c'était une voix féminine, faible mais claire. Elle venait de l'intérieur de la maison. Élodie hésita. Solange avait été claire sur le fait de ne pas se mêler de ce qui ne la regardait pas. Mais cette voix avait quelque chose qui la poussa à monter les 3 marches de la véranda et à frapper doucement à la porte en bois écaillé. « Entre, ma fille. La porte n'est pas verrouillée.
L'intérieur sentait le médicament et le talc. Il y avait un petit salon avec des meubles anciens, un canapé aux revêtements usés, et assise dans un fauteuil roulant près de la fenêtre, une femme très âgée. Elle devait avoir plus de 80 ans, les cheveux blancs comme du coton, les mains couvertes de taches et les veines saillantes. Mais ses yeux étaient vifs, attentifs, et se fixèrent sur Élodie avec une curiosité presque enfantine. « Vous êtes nouvelle ici, » dit la femme, non pas comme une question, mais comme un constat. « Je ne vous ai jamais vue. » Élodie s'approcha doucement. « Je m'appelle Élodie. Je suis arrivée il y a 2 semaines. »« Élodie » répéta la femme, savourant le prénom. « C'est joli, je suis Hélène. Madame Hélène, si vous voulez respecter les formalités. Mais je préfère juste Hélène. Vous habitez ici ? » « J'y habite, depuis très longtemps. » La femme sourit, mais c'était un sourire triste. « Si longtemps que parfois on oublie que j'existe encore. » Élodie sentit un serrement au cœur. Elle regarda autour d'elle et vit les signes. Le plateau du petit déjeuner encore sur la petite table, le fauteuil roulant positionné toujours au même endroit, la solitude imprimée dans chaque recoin de cet espace. « Vous faites partie de la famille de Monsieur Raphaël. » Hélène rit doucement. « Je suis sa grand-mère, du moins je l'étais, avant que cela ne cesse d'être pratique. » Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, seulement de la fatigue. Élodie tira une chaise et s'assit à ses côtés, et pour la première fois depuis son arrivée dans cette propriété, elle sentit qu'elle était face à quelqu'un qui savait aussi ce que c'était que d'être invisible. Elles discutèrent jusqu'au coucher complet du soleil. Hélène raconta des histoires sur le domaine, sur l'époque où la maison était pleine de monde, de fêtes, de vie. Elle parla de son mari décédé il y a 20 ans, de son fils parti peu après dans un accident de voiture, de son petit-fils qui avait grandi trop durement, trop vite, trop seul. « Raphaël était différent quand il était enfant, » dit Hélène, regardant par la fenêtre comme si elle pouvait voir le passé se dérouler dans les jardins. Il riait, il jouait, il avait de la lumière dans les yeux, mais après avoir perdu ses parents, après que ses oncles ont pris en charge son éducation, après qu'ils lui ont appris que les sentiments étaient une faiblesse, il s'est refermé. Il est devenu de pierre. Élodie écoutait en silence, absorbant chaque mot. « Pourquoi êtes-vous ici seule? Pourquoi ne vivez-vous pas dans la maison principale ?» Hélène soupira. « Parce que j'ai posé trop de questions. Parce que je n'ai pas accepté certaines vérités qu'on voulait me faire avaler. Parce qu'au final, c'était plus facile de me mettre ici, au loin, plutôt que de m'écouter. » Quand Élodie revint à la maison principale, il faisait déjà nuit. Elle entra par la porte de la cuisine, espérant passer inaperçue, mais trouva Solange debout dans le couloir, les bras croisés, l'expression sévère. « Où étiez-vous »« Je me promenais. »« Vous vous promeniez où ?» Élodie soutint le regard de la gouvernante. « Sur la propriété. Je pensais que ce n'était pas interdit. Cela dépend d'où vous vous promenez. » Solange fit un pas en avant, baissant la voix. « Si c'est là où je pense, sachez qu'il n'est pas bon de s'en mêler. Madame Hélène, il vaut mieux la laisser en paix. » Elle était seule. Elle semblait avoir besoin de compagnie. Elle est seule parce que c'est mieux ainsi, pour elle et pour tous. La gouvernante pointa les escaliers. « Allez dans votre chambre, Élodie, et la prochaine fois, souvenez-vous de votre place. » Élodie monta les escaliers, sentant le poids du regard de Solange dans son dos. Mais elle ne regrettait rien. Au contraire, pour la première fois depuis son arrivée, elle sentait qu'elle avait fait quelque chose de juste. Les jours suivants, Élodie retourna chez Hélène. Toujours en fin d'après-midi, quand la propriété devenait plus calme et que les chances d'être vue étaient moindres. Elle apportait des fruits de la cuisine, aidait la vieille dame à changer ses draps, lisait à haute voix les vieux livres qu'Hélène gardait dans une étagère poussiéreuse. La femme s'ouvrait peu à peu, racontant des détails qu'Élodie percevait comme importants, sur d'anciennes querelles familiales, sur des secrets enfouis, sur une belle fille qui avait été expulsée du domaine quand Raphaël était encore enfant, accusée de quelque chose qu'Hélène n'avait jamais cru vrai. On dit qu'elle a trahi mon fils, qu'elle s'est enfuie avec un autre homme. Mais je connaissais cette petite. Elle aimait mon fils. Elle aimait Raphaël. Jamais elle n'aurait fait ce qu'ils ont dit. Hélène serrait la main d'Élodie avec une force surprenante. Mais personne n'a voulu m'écouter, et Raphaël a grandi en croyant que sa mère l'avait abandonné. Élodie sentait qu'elle marchait sur un terrain dangereux. Ses histoires, ses secrets, n'étaient pas les siens. Mais en même temps, elle ne pouvait s'en éloigner. Il y avait quelque chose dans cette vérité cachée qui pulsait comme une blessure jamais cicatrisée. C'est lors d'un de ces après-midi que Raphaël la vit.
Élodie sortait de chez Hélène quand il apparut sur le sentier de pierre venant de la direction des écuries. Il s'arrêta en la voyant et l'expression de son visage passa de la surprise à quelque chose proche d'une colère contenue. « Que faisiez-vous là-bas » La voix était basse, dangereuse. Élodie sentit son cœur s'accélérer, mais elle ne détourna pas le regard. « Je rendais visite à Madame Hélène. Personne ne vous a demandé de faire cela. » Personne ne l'a interdit non plus. Raphaël fit 2 pas en avant. Il était si proche qu'Élodie pouvait voir la tension de sa mâchoire, la façon dont ses épaules se raidissaient sous sa chemise. « Mais cette femme n'est pas votre affaire. Cette femme est votre grand-mère. Et elle est seule. Elle est bien soignée. » Être soigné n'est pas la même chose qu'être aimé. Les mots sortirent avant qu'Élodie ne puisse les retenir. Raphaël resta complètement immobile. Pendant un instant, elle crut qu'il allait exploser. Mais alors, il fit quelque chose d'inattendu. Il rit. Ce fut un rire court, amer, complètement dépourvu d'humour. « Vous ne savez rien de cette famille, Élodie. Vous ne savez rien de moi. Alors je vous suggère de vous concentrer sur l'accord que nous avons passé et d'arrêter de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. » Il passa devant elle sans attendre de réponse, se dirigeant vers la demeure principale d'un pas lourd qui soulevait de petits nuages de poussière. Élodie resta immobile au milieu du chemin, sentant ses mains trembler. Ce n'était pas exactement de la peur, c'était quelque chose de plus complexe, un mélange de colère, de défi et de quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Cette nuit-là, pour la première fois, elle n'arriva pas à dormir. Allongée dans le noir de sa chambre, Élodie repensait à l'expression de Raphaël quand elle avait parlé d'amour. Il y avait quelque chose, une fissure dans son armure, un éclair de douleur qu'il n'avait pas réussi à cacher complètement. Et c'est alors qu'Élodie réalisa quelque chose qui l'effraya. Elle ne voulait plus seulement remplir son contrat et partir. Elle voulait comprendre qui était cet homme. Elle voulait savoir pourquoi il s'était transformé en pierre. Et plus dangereuse encore, elle voulait voir s'il y avait une chance de le ramener à la vie. Les semaines suivantes apportèrent un changement subtil dans la dynamique du domaine. Raphaël n'affronta plus Élodie au sujet de ses visites à Hélène, mais elle sentait le poids de son regard chaque fois qu'ils se croisaient dans les couloirs. Il l'observait différemment maintenant, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme qui ne faisait pas partie de ses plans. Élodie continuait d'aller chez sa grand-mère presque tous les jours. Hélène semblait renaître grâce à cette compagnie. Ses joues reprenaient des couleurs, ses yeux brillaient davantage, et elle se mit à attendre ses visites avec une impatience presque enfantine. Madame Lucienne, la cuisinière, commença à mettre de côté des pâtisseries fraîches sans qu'Élodie ne le demande, disant simplement avec un regard complice de les apporter à la petite maison là-bas au fond. Ce fut M. Antoine, le palefrenier, qui montra le premier un respect ouvert envers Élodie. « Ça fait du bien à Madame Hélène d'avoir quelqu'un », dit-il un matin alors qu'Élodie passait près des écuries. « Ça fait des années que personne ne s'en soucie. Vous êtes une brave fille. » Les mots étaient simples, mais ils pesaient lourd. Élodie réalisa que les autres employés commençaient à la traiter différemment, non plus comme l'intruse arrivée discrètement, mais comme quelqu'un qui avait gagné le droit d'être là. Solange, en revanche, devint encore plus froide. La gouvernante surveillait chaque mouvement d'Élodie avec une méfiance croissante, comme si elle s'attendait à ce qu'à tout moment, elle révèle ses véritables intentions. Un matin, Élodie descendit pour le café et trouva Solange en train de fouiller son sac dans l'office. « Que faites-vous » Solange n'eut même pas la décence de paraître embarrassée. Elle reposa le sac sur la chaise d'un mouvement calculé. « Je vérifie, simplement. Parfois, les gens apportent des choses qu'ils ne devraient pas. Et qu'avez-vous trouvé exactement ?»« Rien. Pour l'instant. » Les yeux de la gouvernante étaient froids comme la glace. « Mais je finirai par découvrir ce que vous cachez. » Élodie prit son sac, sentant la colère monter, mais elle se contrôla. Elle sortit de l'office sans rien dire de plus, mais ce moment resta gravé. Il y avait quelque chose que Solange craignait, quelque chose qui la maintenait en alerte constante. Cet après-midi-là, Élodie aidait Hélène à organiser de vieilles photographies quand la vieille dame sortit une boîte en bois de sous son lit. Elle était petite, de la taille d'une Bible, assombrie par le temps, avec des fermoirs en métal qui grincèrent quand Hélène les ouvrit. « Je veux que tu gardes ceci, Élodie. » À l'intérieur de la boîte se trouvaient des enveloppes jaunies, quelques photographies et ce qui semblait être un vieux carnet à la couverture de cuir usé. « Je ne peux pas... »« Si, tu peux. » La voix de la vieille dame était ferme, déterminée. « Ce sont des lettres,
Des lettres que la mère de Raphaël a écrites avant de partir, des lettres que personne n'a jamais lues parce qu'elles ont été cachées. Et il y a plus. Il y a des preuves de ce qui s'est réellement passé à cette époque. Élodie sentit son cœur s'emballer. Pourquoi ne lui avez-vous jamais montré cela? Parce qu'on a essayé de m'en empêcher, parce qu'on m'a mise ici isolée et qu'on a fait croire à tout le monde que j'étais sénile, que mes paroles ne valaient rien. Hélène serra les mains d'Élodie avec force. Mais toi, tu es différente. Tu n'as pas peur. Et Raphaël, il a besoin de savoir la vérité. La vérité sur quoi? Sur celui qui a réellement détruit cette famille. Avant qu'Hélène ne puisse continuer, des pas résonnèrent sur la véranda. Toutes deux se tournèrent vers la porte au moment où Raphaël entrait, avec cette présence qui dominait n'importe quel lieu. Il regarda Élodie, puis la boîte ouverte sur le lit, et son expression s'assombrit. « Que se passe-t-il ici ?» Hélène referma la boîte rapidement, mais pas assez vite. Raphaël avait vu. « Nous discutions seulement, Raphaël. Rien de spécial. Ça n'en a pas l'air. » Il s'approcha, et Élodie remarqua qu'il était différent. Il y avait une tension dans ses épaules, une rigidité dans sa posture qui allait au-delà de sa froideur habituelle. « Solange m'a dit que vous veniez ici fréquemment, Élodie. »« C'est vrai. Elle m'a aussi dit que vous restiez des heures à discuter. De quoi? De la vie, du domaine, du fait que votre grand-mère passe beaucoup trop de temps seule. » Raphaël serra les mâchoires. « Ma grand-mère est bien soignée. Elle a tout ce dont elle a besoin, sauf de la compagnie, sauf une famille. » La pièce tomba dans le silence. Hélène observait les deux avec des yeux attentifs, comme si elle assistait à quelque chose d'important. « Vous dépassez les bornes, Élodie. » La voix de Raphaël était basse, contrôlée, mais elle faisait frissonner la peau d'Élodie. « Vous posez des questions que vous ne devriez pas poser. Vous vous mêlez d'affaires que vous ne comprenez pas. Alors expliquez-moi. Faites-moi comprendre. Je n'ai rien à vous expliquer. Ce n'est pas pour cela que vous êtes ici. » Élodie se leva, lui faisant face. Elle était bien plus petite que lui. Elle devait lever le menton pour soutenir son regard, mais elle ne recula pas d'un centimètre. « Alors pourquoi suis-je ici, Raphaël? Pour être un meuble de décoration? Pour occuper l'espace et me taire? Parce que si c'est ça, vous auriez dû engager une statue. » Pour la première fois, Élodie vit quelque chose de proche de la surprise traverser son visage, comme si personne n'avait jamais osé lui parler ainsi. Ses yeux descendirent vers les siens, sombres et intenses, et pendant une seconde, l'air entre eux sembla s'électriser. « Attention, Élodie, dit-il, et sa voix était si basse que c'était presque un murmure. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Peut-être que vous non plus. » Raphaël resta immobile encore une seconde, puis tourna les talons et sortit de la maison sans dire un mot de plus. Le silence qui resta était dense, chargé. Hélène fut celle qui brisa la tension en lâchant un petit rire, car il y a bien longtemps que personne n'avait affronté ce garçon de la sorte. Elle regarda Élodie avec une lueur dans les yeux. « Vous êtes courageuse, ou folle, peut-être les deux. »« Elle m'énerve, » admit Élodie, sentant encore son cœur martelé. « Il vous fait peur aussi, mais pas de la façon qu'il voudrait. » Hélène poussa la boîte vers Élodie. « Prends ça, cache-le, et quand le moment sera venu, tu sauras quoi faire. » Élodie prit la boîte d'une main tremblante et la cacha dans son sac. En retournant vers la demeure principale, elle sentait le poids de ses secrets comme s'il s'agissait de pierres. 3 jours plus tard, Gérard apparut. Élodie était dans les jardins quand elle vit la voiture inconnue se garer devant la maison. Son oncle sortit du véhicule avec ce sourire qu'elle connaissait tant, ce sourire qui ne signifiait jamais rien de bon. Il portait un costume bon marché, avait les cheveux trop gominés, et ses yeux parcourèrent la propriété avec une lueur d'envie et de cupidité. Solange l'accueillit à la porte, visiblement déconcertée. Élodie entendit la conversation de là où elle se trouvait. « Je viens voir ma nièce. Je ne savais pas qu'il fallait une invitation. Monsieur Raphaël ne reçoit pas de visite sans préavis. Mais ma nièce vit ici, n'est-ce pas? J'ai le droit de la voir. » Élodie pensa à se cacher, à s'enfuir à l'intérieur, mais ce serait pire. Gérard savait qu'elle était là, et le connaissant, il ferait un scandale si elle n'apparaissait pas. Elle s'approcha, essayant de garder une expression neutre. « Oncle Gérard. » L'homme ouvrit les bras comme s'il attendait une étreinte chaleureuse. « Élodie, tu m'as manqué, ma fille. Je suis venu voir comment tu t'adaptes à cette nouvelle vie. » Élodie ne fit pas un geste pour l'embrasser. Elle resta à 3 mètres de distance, les bras croisés. « Je vais bien. Tu peux t'en aller maintenant. »
Gérard rit, mais son rire manquait de sincérité. « Eh bien, quelle froideur! Tout ce que j'ai fait pour toi, et c'est ainsi que tu me traites. Tu n'as rien fait pour moi. Tu m'as amené ici pour résoudre un de tes problèmes. Je ne sais pas encore lequel, mais je finirai par le découvrir. » Les yeux de Gérard s'assombrirent une seconde, et Élodie vit son vrai visage émerger sous le masque amical. Mais il se reprit, le sourire revenant sur ses lèvres. Quelle imagination! J'ai seulement pensé à t'aider, Élodie. Tu sais ce que c'est, toi, toute seule dans le monde, sans famille, sans argent. Il fit une pause, regardant autour de lui avec un intérêt exagéré. Mais on dirait que tu es tombé au bon endroit. Belle maison, homme riche. Est-ce qu'il sait que tu n'es qu'une fille de rien qui vivait dans une pension miteuse à Paris? Le venin dans ses paroles était délibéré. Gérard voulait l'humilier, voulait la voir se sentir petite. Mais avant qu'Élodie ne puisse répondre, une voix coupa l'air. « Je pense en avoir entendu assez. » Raphaël surgit de la porte d'entrée, descendant les marches d'un pas ferme. Il ne portait pas de veste, juste sa chemise blanche aux manches retroussées, mais il y avait quelque chose en lui qui fit reculer instinctivement Gérard. « Monsieur de Beaumont !» Gérard tenta de reprendre contenance. « Un plaisir de vous rencontrer, enfin. Je suis l'oncle d'Élodie, le responsable de... » « Le responsable de rien du tout. » Raphaël s'arrêta aux côtés d'Élodie et elle sentit la chaleur qui émanait de son corps. « Élodie est sous ma protection désormais. Et je reçois mal les personnes qui viennent sur ma propriété pour insulter ceux qui y vivent. » Gérard cligna des yeux, déconcerté. « Je ne l'insultais pas, monsieur. Je disais seulement la vérité. La petite doit savoir quelle est sa place, ne pensez-vous pas? »« Sa place, dit Raphaël, et il y avait de la glace dans sa voix, est là où je déciderai qu'elle est. Et vous n'avez aucune autorité ici. Je vous suggère de partir, immédiatement. » C'était la première fois qu'Élodie voyait Gérard totalement désarçonné. Il ouvrit et ferma la bouche, cherchant ses mots, mais la présence de Raphaël était écrasante. Finalement, il inclina la tête et retourna vers sa voiture d'un pas pressé. Mais avant de monter, il regarda Élodie avec une expression qu'elle connaissait bien. Ce n'était pas de la défaite, c'était une promesse. La promesse que ce n'était pas fini. La voiture disparut sur le chemin, et Raphaël se tourna alors vers Élodie. « Si cet homme est vraiment votre oncle. Biologiquement, oui, mais je n'ai rien de commun avec lui. » Raphaël l'étudia longuement. « Il reviendra. »« Je sais. Et quand il reviendra, vous me direz pourquoi il a tant d'intérêt à ce que vous soyez ici. » Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Élodie soutint son regard, voyant pour la première fois quelque chose de proche de l'inquiétude dans ses yeux sombres. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi m'avoir défendu ?» Raphaël resta silencieux si longtemps qu'Élodie crut qu'il n'allait pas répondre. Puis enfin il parla si bas qu'elle l'entendit à peine. « Et parce que personne n'a le droit de vous parler ainsi, pas sur mes terres. » Il s'éloigna avant qu'Élodie ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Mais elle resta là, immobile dans les jardins, sentant quelque chose de chaud et de confus s'étendre dans sa poitrine. Cette nuit-là, Élodie ne parvint pas à dormir non plus. Elle se tourna et se retourna pendant des heures, pensant à Raphaël, à Gérard, à la boîte cachée au fond de l'armoire. Finalement, quand l'horloge indiqua 3 heures du matin, elle abandonna tout espoir de repos. Elle descendit les escaliers en silence, pensant prendre un verre d'eau à la cuisine, mais s'arrêta en voyant de la lumière venant du bureau de Raphaël. La porte était entr'ouverte. Élodie savait qu'elle ne devait pas. Elle savait que Solange avait été claire sur l'interdiction d'entrer là, mais quelque chose l'attirait. Elle s'approcha doucement, épiant par la fente. Raphaël était assis derrière son immense bureau en bois, entouré de papiers et de vieux livres. Il tenait sa tête entre ses mains, les cheveux ébouriffés, comme s'il y avait passé ses doigts 1000 fois. Il y avait une bouteille de whisky sur la table, à moitié vide. Élodie ne l'avait jamais vu ainsi, vulnérable, fatigué, humain. Elle s'apprêtait à s'éloigner quand elle entendit sa voix. « Allez-vous rester là à regarder ou allez-vous entrer ?» Élodie se figea. Il n'avait même pas levé la tête. Comment savait-il qu'elle était là? Doucement, elle poussa la porte et entra. Le bureau sentait les vieux livres, le cuir et une pointe de fumée de cigare. Les murs étaient couverts d'étagères remplis de volumes qui semblaient n'avoir jamais été touchés. « Désolé, je ne voulais pas vous déranger. » Trop tard. Raphaël leva enfin le visage. Ses yeux étaient rouges, fatigués. C'est déjà fait. Élodie ne savait pas s'il parlait de ce moment précis ou de tout ce qui s'était passé depuis son arrivée. « Je n'arrive pas à dormir, » admit-elle. « Moi non plus. Depuis des années. » La sincérité de la réponse la surprit.
Raphaël désigna une chaise de l'autre côté du bureau. « Asseyez-vous. » Elle obéit, se sentant étrange dans cet espace si personnel. Raphaël servit une dose de whisky dans un verre et le poussa vers elle. « Je ne bois pas, » dit Élodie. « Aujourd'hui, ici. » Elle prit le verre, but une petite gorgée et sentit le liquide brûler sa gorge. Il observait chacun de ses mouvements avec cette intensité qui donnait à Élodie l'impression d'être cataloguée, analysée, comprise d'une manière qu'elle-même ne saisissait pas. « Pourquoi êtes-vous réellement ici, Élodie ?» La question tomba doucement, mais elle pesait lourd. « Vous savez pourquoi. À cause de l'accord. Je connais la version officielle, mais il y a plus, n'est-ce pas? Ça a un rapport avec cet homme qui est apparu aujourd'hui. » Élodie but une autre gorgée pour gagner du temps. Elle pouvait mentir. Elle pouvait détourner la conversation. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Raphaël la regardait qui appelait la vérité. « Ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Gérard s'est proposé pour s'occuper de moi. Mais s'occuper de moi pour lui signifiait me contrôler, décider où je travaillais, avec qui je parlais, ce que je faisais de chaque centime que je gagnais. » Elle serra le verre entre ses doigts. « Quand il est venu avec la proposition de venir ici, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais j'ai aussi vu une chance de m'échapper. 1 an ici, à respecter le contrat, et je serai libéré de lui, libéré de tout le monde. » Raphaël continuait de la regarder, mais son expression avait changé. Il y avait quelque chose de plus doux, quelque chose proche de la compréhension. « C'est ainsi tout, et vous croyez vraiment que vous serez libre. Je dois y croire. Les hommes comme lui ne laissent pas les gens partir ainsi. » « Je sais. » Élodie posa le verre sur la table. « Mais je n'ai pas d'autre choix que d'essayer. » Ils restèrent en silence pendant un moment. Élodie entendait la pendule dans le coin marquer les secondes, le vent contre les vitres, sa respiration à lui dans l'espace qui les séparait. « Ma mère est partie quand j'avais 9 ans, » dit soudain Raphaël, et sa voix était si différente qu'Élodie l'aurait à peine reconnue. Ou du moins, c'est ce qu'on m'a dit, qu'elle s'était enfuie avec un autre homme, qu'elle m'avait abandonné, qu'elle ne s'était jamais vraiment souciée de moi. Élodie sentit son cœur se serrer. J'ai grandi en croyant cela, en croyant que l'amour était un mensonge, que les gens finissaient toujours par partir, qu'il valait mieux ne rien ressentir plutôt que de courir le risque d'être abandonné à nouveau. « Et si ce n'était pas vrai ?» demanda Élodie doucement. « Et si elle n'était pas partie parce qu'elle le voulait ?» Raphaël la regarda avec une intensité qui faisait presque mal. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Élodie hésita. La boîte d'Hélène brûlait dans sa mémoire comme un secret qu'elle n'avait pas le droit de raconter, mais qui devait être dit, parce que parfois les histoires qu'on nous raconte sur le passé ne sont que la version que quelqu'un a voulu nous faire croire, pas la vérité. Raphaël resta très silencieux. Puis il se leva, contourna le bureau et s'arrêta juste devant elle. Élodie dut incliner la tête en arrière pour continuer à le regarder. « Vous savez quelque chose. Ma grand-mère vous a dit quelque chose. Ce n'était pas une question. C'était une certitude. Elle m'a parlé, » admit Élodie. « Mais ce n'est pas à moi de vous le révéler, c'est à elle et à vous. Alors pourquoi êtes-vous ici au milieu de la nuit à me dire cela? Parce que vous méritez de savoir la vérité, et parce que garder ces secrets est en train de vous tuer de l'intérieur. » La respiration de Raphaël devint plus lourde. Il appuya ses mains sur les bras de sa chaise, l'emprisonnant là, si près qu'Élodie pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux, pouvait sentir l'odeur du whisky et quelque chose de plus profond, de plus essentiel. « Vous êtes dangereuse, » dit-il d'une voix rauque. « Depuis que vous êtes arrivée, vous avez tout chamboulé. »« Je n'ai rien fait. » »« Car si, vous m'avez fait remettre en question des choses dont j'étais absolument certain. Vous m'avez fait ressentir des choses que j'avais juré de ne plus jamais ressentir. » Élodie n'arrivait plus à respirer correctement. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Raphaël ?» Il s'écarta soudainement, comme s'il s'était brûlé. Il passa sa main dans ses cheveux, lui tournant le dos. « Vous devriez aller dormir. Vous aussi. »« Je ne dors pas, Élodie. Pas vraiment. Pas depuis des années. » Elle se leva, voulant dire quelque chose, faire quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Il y avait un mur entre eux, invisible mais solide, fait d'années de douleur et de méfiance. Élodie sortit du bureau en silence. Mais arrivée à la porte, elle regarda en arrière une dernière fois. Raphaël était de dos, appuyé contre la fenêtre, regardant l'obscurité au dehors. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce domaine, Élodie eut une certitude absolue. Elle ne partirait pas à la fin de l'année.
parce qu'elle était déjà complètement éprise de cet homme impossible, et elle n'avait aucune idée de quoi faire de ce sentiment. Les jours qui suivirent cette nuit dans le bureau furent étranges. Raphaël n'évitait pas Élodie précisément, mais il y avait une tension nouvelle entre eux, comme s'ils marchaient tous deux sur une corde raide et que le moindre faux mouvement pouvait tout faire s'écrouler. Elle continuait de rendre visite à Hélène, mais désormais leur conversation avait un poids différent. La boîte en bois restait cachée au fond de l'armoire d'Élodie, telle une bombe attendant d'exploser. Plusieurs fois, elle pensa à l'ouvrir, à lire les lettres, mais quelque chose l'en empêchait. Cela ne lui appartenait pas. C'était à Raphaël, et il devait choisir de connaître la vérité, pas se la voir imposer. Ce fut Solange qui remarqua le changement. La gouvernante commença à observer Élodie avec une attention presque obsessive. Elle apparaissait dans les endroits les plus improbables, toujours avec une excuse au bout des lèvres, mais avec des yeux qui fouillaient, cherchaient, soupçonnaient. Élodie sentait qu'elle était traquée, sans savoir exactement pourquoi. La réponse vint lors d'une matinée pluvieuse. Élodie aidait Madame Lucienne en cuisine, épluchant des pommes de terre pour le déjeuner, quand Solange entra comme une tempête. « Où est-elle » Élodie leva les yeux, confuse. « Où est quoi ?»« La boîte. La boîte que Madame Hélène vous a donnée. » Le silence dans la cuisine fut absolu. Même Madame Lucienne s'arrêta de remuer la marmite sur la cuisinière. Élodie posa doucement le couteau sur la planche, s'essuya les mains sur son tablier et fit face à la gouvernante. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Ne me mentez pas, ma fille. Je vous ai vues toutes les deux. J'ai vu Madame Hélène vous remettre cette vieille boîte, et je sais ce qu'il y a dedans. » Les yeux de Solange étaient froids, calculateurs. « Vous n'avez aucune idée du danger que vous courez. »« Du danger ?» Cette boîte renferme des mensonges, des histoires inventées par une femme qui n'accepte pas la réalité. Si vous êtes maligne, vous me la remettrez maintenant et nous oublierons que vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous regardait pas. » Élodie sentit la colère monter comme une lave brûlante. « Ou peut-être, dit-elle doucement, que cette boîte renferme des vérités que vous ne voulez pas voir éclater au grand jour. » Le visage de Solange devint livide, puis rouge. Elle fit un pas en avant, la voix venimeuse. « Vous ne savez rien. Vous n'êtes qu'une intruse dans cette maison, venue de nulle part, sans nom, sans famille, sans valeur, et vous croyez pouvoir toucher à des affaires qui vous dépassent de loin. »« Solange !» intervint enfin Madame Lucienne d'une voix ferme. « Ça suffit. La petite n'a rien fait de mal. Si, elle a fait, et elle le paiera. » La gouvernante sortit en claquant la porte. Madame Lucienne poussa un long soupir et regarda Élodie avec inquiétude. « Solange est dans cette maison depuis très longtemps, et elle garde des secrets qui concernent la famille de Beaumont. » La cuisinière baissa la voix. « Certains disent qu'elle était plus qu'une simple gouvernante, qu'elle avait de l'influence sur le défunt seigneur, le père de Raphaël, et que quand son épouse est partie, c'est Solange qui a pris le contrôle de tout. » Élodie sentit un froid lui parcourir l'échine. Elle était impliquée dans ce qui est arrivé à la mère de Raphaël. Je ne connais pas les détails. Mais je sais que le jour où madame est partie, c'est Solange qui a verrouillé les portails. C'est elle qui a dit aux employés de ne pas parler de ce sujet. Et c'est elle qui a élevé Raphaël après la mort de ses parents, le façonnant à sa guise. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Élodie repensa à toutes les fois où elle avait vu Solange observer Raphaël avec cet air de propriété, comme s'il était sa création. Elle pensa à la façon dont la femme contrôlait chaque aspect de la maison, chaque mouvement, chaque secret. « Faites attention, ma fille, » prévint Madame Lucienne. « Solange ne joue pas franc jeu quand elle se sent menacée. » Cet après-midi-là, Élodie alla chez Hélène le cœur lourd. La vieille dame était assise dans son fauteuil roulant, regardant par la fenêtre, et quand elle vit Élodie, ses yeux s'illuminèrent. « Solange est venue me trouver, » dit Élodie sans détour. « Elle est au courant pour la boîte. » Hélène ne sembla pas surprise. Elle l'a toujours su. Elle ne savait juste pas où je l'avais cachée. « Madame Hélène, que s'est-il réellement passé avec la mère de Raphaël ?» La vieille dame soupira, ses mains tremblant légèrement sur la couverture qui couvrait ses jambes. La mère de Raphaël s'appelait Juliette. C'était une fille douce, amoureuse de mon fils depuis l'adolescence. Ils se sont mariés jeunes, contre la volonté de sa famille à lui, qui pensait qu'elle n'avait pas un rang suffisant. Hélène fit une pause, les yeux perdus dans le passé. Quand Raphaël est né, Juliette était la mère la plus dévouée que j'ai jamais vue. Elle aimait ce petit de chaque fibre de son être. Alors pourquoi est-elle partie? Parce qu'elle n'est pas partie. Elle a été expulsée. La voix d'Hélène devint dure.
Mon fils a commencé à boire, à fréquenter les mauvaises personnes. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas, prenait de mauvaises décisions pour les affaires. Et Solange était toujours là, lui murmurant à l'oreille, nourrissant ses insécurités, créant des doutes sur Juliette. Élodie sentait son cœur s'accélérer. Ils ont inventé une histoire. Ils ont dit que Juliette avait une liaison avec le régisseur du domaine. Ils ont planté de fausses preuves, des lettres forgées, des témoins achetés. Mon fils, ivre et paranoïaque, y a cru. Et par une nuit terrible, il a chassé Juliette du domaine devant tout le monde en hurlant qu'elle était une traîtresse. Et Raphaël a vu ça? Il a tout vu. Il avait 9 ans. Il a vu son père humilier sa mère, il l'a vu être mise à la porte au milieu de la nuit, sans rien. Et Juliette, elle est partie. Elle ne s'est pas battue. Elle n'a pas crié. Elle a juste regardé Raphaël une dernière fois, et elle est partie. Pourquoi? Pourquoi ne s'est-elle pas battue? Hélène prit la main d'Élodie avec force. Parce qu'ils ont menacé de s'en prendre à Raphaël si elle essayait de rester. Ils ont dit qu'ils allaient inventer qu'elle était une mère indigne, qu'ils lui retireraient l'enfant quoi qu'il arrive. Alors elle a choisi de partir en silence, espérant qu'ainsi au moins Raphaël serait en sécurité. Élodie sentit des larmes brûler ses yeux. Et après, mon fils est mort dans un accident de voiture 6 mois plus tard. Ivre au volant, Raphaël est devenu orphelin, et Solange a pris le relais. Elle a élevé le garçon à sa manière, le nourrissant de l'histoire que sa mère l'avait abandonné par manque d'amour. Elle a fait croire à Raphaël que l'amour était une faiblesse, que faire confiance aux gens était de la naïveté. Et Juliette? Qu'est-il devenu d'elle? Elle a écrit des lettres à Raphaël pendant des années. Des lettres expliquant tout, demandant pardon, disant qu'elle l'aimait. Mais Solange les interceptait toutes. Elle les gardait, les cachait, les détruisait. Hélène pointa l'armoire où la boîte était cachée. Ces lettres que je t'ai données sont les seules que j'ai réussi à sauver. Je les ai volées à Solange il y a des années quand j'ai découvert ce qu'elle faisait. Mais quand j'ai essayé de le dire à Raphaël, elle m'a discrédité. Elle a dit que j'étais sénile, que j'inventais des histoires. Et elle m'a mise ici, isolée. Élodie respirait avec difficulté. Toute cette histoire était un mensonge. Tout ce que Raphaël croyait sur lui-même, sur sa mère, sur l'amour, était basé sur de la manipulation. Et Juliette? Est-elle encore vivante? Hélène secoua la tête, une tristesse profonde dans les yeux. Elle est morte il y a 5 ans, un cancer. Seule dans une petite ville de Bretagne, elle n'a jamais cessé d'aimer Raphaël. Elle n'a jamais cessé d'espérer qu'un jour, il découvrirait la vérité. Le silence dans la pièce était oppressant. Élodie serra fermement la main de la vieille dame, sentant le poids de tout cela. Raphaël doit savoir. Oui, mais tu dois être prudente. Solange ne laissera pas cette vérité éclater sans se battre, et elle a des alliés, des gens qui ont bénéficié de la version officielle de l'histoire. Quand Élodie revint à la maison principale, la nuit tombait. Elle monta directement dans sa chambre, verrouilla la porte et sortit la boîte de sa cachette. D'une main tremblante, elle l'ouvrit. À l'intérieur, en plus des lettres, il y avait des photographies. Juliette était magnifique, avec un large sourire et des yeux doux. Sur l'une des photos, elle tenait Raphaël bébé dans ses bras, le regardant avec tant d'amour que c'en était douloureux. Il y avait aussi un carnet avec des notes de Juliette elle-même, relatant jour après jour sa douleur, son manque, son espoir de retrouver un jour son fils. Élodie commença à lire les lettres. Chaque mot était un coup de poignard au cœur. Juliette écrivait ses souvenirs avec Raphaël, le jour de sa naissance, ses premiers mots, ses premiers pas. Elle écrivait la douleur d'avoir été séparée de lui, les nuits passées à pleurer. La certitude qu'un jour la vérité serait connue. Dans l'une des dernières lettres, Juliette écrivait « Mon Raphaël, je sais que tu ne liras peut-être jamais ceci. Je sais que Solange fera tout pour l'empêcher, mais je dois écrire. Je dois croire que d'une certaine manière tu sentiras que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Il n'y a pas eu un jour sans que je pense à toi. Pas une nuit sans que je prie pour ton bonheur. Pardonne-moi de ne pas m'être battu davantage. Pardonne-moi d'avoir cru que mon absence serait meilleure pour toi que ma présence entachée de mensonges. Je t'aime plus que tout au monde, et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Élodie pleurait quand elle entendit frapper à la porte. Rapidement, elle cacha à nouveau la boîte et s'essuya le visage. Elle ouvrit la porte s'attendant à voir Solange, mais c'était Raphaël. Il était différent. Les cheveux en désordre, la chemise partiellement ouverte et ses yeux avaient quelque chose de sauvage. « Veux-tu penser que, Pojito, vous pleuriez ?»
Ce n'était pas une question. Élodie essaya de reprendre contenance. « Je vais bien. »« Non ?» Il entra dans la chambre sans demander la permission, fermant la porte derrière lui. Que s'est-il passé? Rien, j'ai juste... Élodie! Sa voix était ferme, mais il y avait quelque chose de brisé dedans. Ne me mentez pas, pas maintenant. Elle le regarda, vit la vulnérabilité qu'il essayait de cacher et prit sa décision. Asseyez-vous. Raphaël hésita, mais obéit, s'asseyant au bord du lit. Élodie alla vers l'armoire, sortit la boîte et la posa sur le lit entre eux. Votre grand-mère m'a demandé de garder ça. Elle a dit que vous deviez le voir quand le moment serait venu. Raphaël regarda la boîte comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Qu'est-ce que c'est? La vérité, sur votre mère, sur ce qui s'est réellement passé. Elle vit la transformation sur son visage. Le masque de froideur se fissura, laissant place à quelque chose proche de la peur. Je ne veux pas. Vous le devez. Élodie s'agenouilla devant lui, le forçant à la regarder dans les yeux. Raphaël, vous avez vécu toute votre vie en croyant à un mensonge, et ce mensonge est en train de vous détruire. Il vous empêche de ressentir, de vivre, d'être heureux. Je ne mérite pas d'être heureux, pas après. Après quoi? Après avoir été un enfant qui a cru ce que les adultes autour de lui disaient, après avoir été manipulé par des gens qui auraient dû vous protéger. Raphaël ferma les yeux, respirant profondément. Si j'ouvre cette boîte, tout va changer. Je sais. Et si je n'arrive pas à supporter ce qu'il y a dedans? Élodie prit ses mains, les sentant trembler. Alors je serai là. Je ne vous laisserai pas affronter cela seul. Il ouvrit les yeux, et la façon dont il la regarda fit s'arrêter le cœur d'Élodie. Il y avait tant de choses dans ce regard. De la peur, de l'espoir, du besoin, et quelque chose de plus profond, de plus effrayant. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix rauque. « Pourquoi cela vous importe-t-il » Élodie n'avait pas de réponse. Ou plutôt, elle en avait une, mais elle était trop dangereuse pour être dite à haute voix. Alors elle se contenta de serrer ses mains et dit « Parce que quelqu'un doit s'en soucier, et parce que vous méritez de connaître la vérité. » Raphaël regarda la boîte pendant un long moment. Puis doucement, il tendit la main et l'ouvrit. La première chose qu'il vit fut la photo. Juliette le tenant bébé. Il prit la photographie avec des doigts qui tremblaient tellement qu'Élodie crut qu'il allait la faire tomber. « Je me souviens d'elle, » murmura-t-il. « Je me souviens de son odeur, de la façon dont elle chantait pour moi avant de dormir, de la façon dont elle riait. » Élodie resta en silence, le laissant assimiler. Raphaël prit la première lettre, commença à lire, et Élodie vit en temps réel son monde s'effondrer. Il lisait chaque mot comme s'il s'agissait d'une lame, chaque phrase démontant un morceau de la réalité qu'il connaissait. Quand il eut fini de lire toutes les lettres, il était pâle, ses mains tremblaient, sa mâchoire était si serrée qu'Élodie pouvait voir ses muscles pulser. « Elle n'est pas partie, » dit-il, et sa voix était brisée. « Elle a été expulsée. Et moi, j'ai cru. J'ai passé ma vie entière à la haïr, et elle n'avait jamais rien fait de mal. »« Raphaël !» Solange. Le nom sortit comme un grognement. Solange a fait ça, elle et qui d'autre? Votre oncle, d'après ce qu'Hélène m'a dit, et quelques autres personnes qui ont bénéficié du domaine par la suite. Raphaël se leva soudainement, la boîte tombant du lit, éparpillant les lettres sur le sol. Il commença à faire les 100 pas dans la chambre, les mains dans les cheveux, la respiration saccadée. Toute ma vie a été un mensonge. Tout ce que je croyais, tout ce que je suis devenu, l'a été à cause d'un mensonge. Élodie se leva aussi, voulant le toucher, mais sans savoir s'il le permettrait. Vous n'êtes pas coupable de ce qu'on vous a fait quand vous étiez enfant. Mais je suis coupable de l'homme que je suis devenu. Il se tourna vers elle, et il y avait tant de douleur dans ses yeux qu'Élodie se sentit comme frappée à l'estomac. J'ai passé des années à construire cette armure, cette froideur, cette distance. J'ai fait en sorte que les gens me craignent parce que je pensais qu'ainsi je serais en sécurité. Et tout ça pour rien, pour un mensonge. Ce n'était pas pour rien. Vous avez survécu, vous êtes arrivé jusqu'ici. Je suis arrivé vide, je suis arrivé seul. Il fit un pas vers elle. Jusqu'à ce que vous apparaissiez, l'air dans la chambre devint dense. Élodie pouvait sentir son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Raphaël, vous êtes entré ici et vous avez tout chamboulé. Vous avez posé des questions auxquelles je ne voulais pas répondre. Vous avez brisé des règles que personne n'osait briser. Vous m'avez regardé comme si j'étais plus que le monstre que je suis devenu. » Il était si près maintenant qu'Élodie devait pencher la tête en arrière pour continuer à le regarder dans les yeux. « Vous n'êtes pas un monstre. »« Non,
Non, vous êtes un homme blessé, un homme qui mérite la guérison. Raphaël leva la main doucement et toucha son visage. Le contact était hésitant, comme s'il faisait quelque chose d'interdit. Et si je ne sais pas comment guérir? Alors nous le découvrirons ensemble. La tension entre eux était presque insupportable. Élodie pouvait sentir la chaleur qui émanait de son corps, pouvait voir la bataille se livrer dans ses yeux, la raison contre le désir, le contrôle contre l'abandon. Et puis, finalement, il céda. Raphaël l'embrassa avec une intensité qui coupa le souffle d'Élodie. Ce n'était pas un baiser doux, ce n'était pas tendre. C'était désespéré, nécessaire, comme s'il s'agrippait à elle pour ne pas se noyer. Élodie répondit avec la même intensité, ses mains montant dans ses cheveux, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. Raphaël appuya son front contre le sien, les yeux fermés. « C'est mal, murmura-t-il. « Oh, je sais. Vous devriez être loin de moi. Oh, je sais. Mais je ne peux pas vous laisser partir. » Élodie prit son visage entre ses mains, le forçant à ouvrir les yeux. « Alors ne le faites pas. » Il l'embrassa à nouveau, et cette fois il y avait quelque chose de différent. Pas seulement du désespoir, mais une promesse. Pas seulement du besoin, mais un choix. Quand Élodie s'endormit enfin cette nuit-là, ce fut dans les bras de Raphaël, écoutant son cœur battre contre son oreille, se sentant plus chez elle qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Mais dehors, dans les ombres de la vieille demeure, Solange observait la lumière de la chambre d'Élodie s'éteindre, et elle planifiait son prochain mouvement. Élodie se réveilla au son de voix altérées venant de l'étage du dessous. Pendant un instant, elle fut désorientée, puis elle se souvint de tout. Raphaël, les lettres, le baiser, la nuit entière passée à discuter de douleur, de vérité et de possibilités. Elle regarda le côté du lit et vit qu'il était déjà parti, mais il restait une marque sur l'oreiller, là où sa tête avait reposé. Les voix devinrent plus fortes. Élodie reconnut la voix de Raphaël, froide et tranchante comme une lame, et celle de Solange, se défendant avec la véhémence de celle qui sait qu'elle est acculée. Elle s'habilla rapidement et descendit les escaliers. Dans le hall d'entrée, Raphaël faisait face à Solange. Il y avait d'autres personnes aussi. Monsieur Antoine, Madame Lucienne, quelques employés qu'Élodie ne connaissait pas encore bien. Tous semblaient tendus, comme s'ils assistaient à quelque chose qui avait été reporté depuis des années. « Vous m'avez menti toute ma vie », disait Raphaël, la voix dangereusement basse. « Vous avez manipulé chaque moment de mon enfance pour me transformer en ce que vous vouliez que je sois. »« C'est moi qui vous ai élevé », répliqua Solange, le visage rouge. « Quand vos parents sont morts, quand plus personne ne voulait entendre parler de vous, c'est moi qui suis resté. C'est moi qui vous ai appris à être fort. C'est moi qui ai fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vous avez fait de moi un mensonge. » Élodie s'arrêta sur la dernière marche. Raphaël remarqua sa présence et quelque chose dans son regard s'adoucit une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau. « C'est elle qui vous a monté contre moi, n'est-ce pas ?» Solange pointa Élodie d'un doigt accusateur. « Cette intruse apparut de nulle part, sans passé, sans nom, et vous la croyez plus que moi, qui vous ai élevé. Elle m'a montré la vérité, quelque chose que vous m'avez caché pendant 20 ans. La vérité ?» Solange rit, mais il n'y avait pas d'humour dans son rire. « La vérité est que votre mère était une femme faible, qui n'a pas su tenir son rang. La vérité est que votre père avait besoin de quelqu'un de fort à ses côtés, pas d'une pleurnicheuse qui passait ses journées à rêver. » Raphaël fit un pas en avant, et même Élodie sentit le danger émaner de lui. « Ma mère a été expulsée de cette maison sur la base de mensonges que vous avez aidé à créer. Vous avez intercepté ses lettres. Vous m'avez fait croire qu'elle m'avait abandonné. Vous avez construit votre position dans ce domaine sur la destruction de ma famille. Je vous ai protégé. Vous m'avez détruit. » Le cri résonna dans toute la maison. Personne ne bougea. Le silence qui suivit fut absolu. Raphaël respirait lourdement, les mains serrées en poing. Quand il parla à nouveau, sa voix était contrôlée mais glaciale. « Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires et quitter cette propriété. Après cela, si vous êtes encore là, j'appellerai la police. » Solange devint livide. « Raphaël, vous ne pouvez pas. Je peux, et je le fais. Vous n'avez plus votre place ici. » La gouvernante regarda autour d'elle, comme si elle espérait que quelqu'un intervienne. Mais tous les employés détournèrent le regard. Elle avait régné sur cette maison pendant si longtemps par la peur, mais maintenant la peur avait changé de camp. Avec un dernier regard de pure haine envers Élodie, Solange monta les escaliers d'un pas lourd.
Tous entendirent la porte de sa chambre claquer. Madame Lucienne fut la première à bouger, s'approchant de Raphaël avec prudence. « Monsieur Raphaël, nous avons toujours su que quelque chose n'allait pas, mais ce n'était pas à nous de questionner. » Raphaël la regarda, et Élodie vit la lutte sur son visage. La colère, la douleur et une fatigue si profonde qu'elle semblait venir des os. « Je sais, Lucienne, ce n'est pas votre faute. » Il sortit par la porte d'entrée sans regarder en arrière. Élodie le suivit, le trouvant dans les jardins, debout devant la fontaine en pierre, regardant l'eau sans vraiment la voir. « Raphaël. » Il ne se tourna pas. « Je devrais me sentir mieux. Je devrais sentir que justice est enfin faite, mais tout ce que je ressens, c'est le vide. » Élodie s'approcha doucement, se tenant à ses côtés. « Parce que vous avez perdu 20 ans à croire en quelque chose qui n'était pas réel. Il est normal de ressentir un vide quand tout ce que vous connaissiez s'effondre. Ma mère est morte en pensant que je la haïssais. Elle est morte seule, attendant un pardon que je n'ai jamais donné parce que je ne savais même pas qu'il était nécessaire. » Élodie prit sa main. Elle savait que vous n'étiez pas coupable. Les lettres le disent clairement. Elle vous aimait trop pour vous blâmer. Raphaël la regarda enfin, et il y avait des larmes dans ses yeux qu'il n'essayait plus de cacher. « Comment pouvez-vous me regarder sans voir un échec ? » « Parce que je vois un survivant. Je vois quelqu'un à qui on a tout pris et qui est pourtant resté debout. Je vois de la force, pas de la faiblesse. » Il tira Élodie contre lui dans une étreinte si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. Mais elle ne s'en plaignit pas. Elle le serra en retour, le laissant s'appuyer sur elle de la manière dont il en avait besoin. Ils restèrent ainsi un long moment, jusqu'à ce qu'ils entendent le son d'une voiture descendant le chemin. Solange s'en allait. Raphaël ne se tourna pas pour regarder. Il continua simplement de serrer Élodie, comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui avait basculé. Les jours suivants furent marqués par la transformation. Sans Solange dans la maison, c'était comme si un lourd nuage s'était levé. Les employés marchaient plus légèrement, discutaient plus ouvertement. Madame Lucienne prit en charge l'administration de la maison avec une efficacité douce, bien différente de la main de fer de l'ancienne gouvernante. Raphaël passa des heures dans son bureau, révisant d'anciens documents, cherchant d'autres preuves de la manipulation qui avait façonné sa vie. Il trouva des contrats frauduleux, des registres altérés, des preuves de la façon dont Solange et son oncle avaient bénéficié financièrement du chaos émotionnel qu'ils avaient créé. Élodie continuait de rendre visite à Hélène, mais désormais Raphaël l'accompagnait. C'était douloureux au début de le voir assis aux côtés de sa grand-mère, demandant pardon pour des années de distance. Mais Hélène souriait simplement, serrait la main de son petit-fils et disait qu'il n'y avait rien à pardonner. « Tu étais un enfant. Ils t'ont manipulé. Mais maintenant tu sais la vérité. Maintenant tu peux choisir quel genre d'homme tu veux être. » Et Raphaël essayait. Élodie voyait le changement jour après jour. Il souriait davantage, même si c'était de petits sourires. Il parlait aux employés comme à des personnes, pas comme à des pièces d'un engrenage. Et avec Élodie, il était différent. Plus ouvert, plus vulnérable, plus présent. Il ne parlait pas de ce qu'il y avait entre eux. Il ne mettait pas de nom sur ce qu'ils construisaient, mais c'était réel, et cela grandissait chaque jour. Ce fut par un après-midi chaud, alors qu'Élodie aidait Hélène à organiser d'autres photographies anciennes, que la vieille dame sortit un album différent. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté, sur la façon dont Raphaël et toi vous vous êtes rencontrés auparavant. » Élodie fronça les sourcils. « Quoi ? Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant. »« Si, il y a très longtemps. Tu ne t'en souviens pas parce que tu étais très jeune. » Hélène ouvrit l'album à une page spécifique. Il y avait une photo d'un étang entouré de saules pleureurs. Élodie reconnut l'endroit. Elle pouvait le voir de la fenêtre de sa chambre. « Quand tu avais 6 ans, ta mère travaillait ici au domaine. Elle était aide cuisinière. Vous habitiez dans la maison du personnel, cette construction près de l'étang. » Élodie sentit son cœur battre plus vite. Elle avait de vagues souvenirs de cette époque, des fragments d'images qu'elle n'arrivait jamais à assembler correctement. Raphaël avait 9 ans. C'était l'été, une journée terriblement chaude. Il était sorti nager dans l'étang tout seul, ce qui était interdit. Mais il était rebelle, en colère après une dispute avec son père. Hélène fit une pause, respirant profondément. Il est entré dans l'eau et a eu une crampe. Il a coulé. Élodie restait complètement immobile, écoutant chaque mot. « Tu jouais près de là. Tu as vu quand il est entré dans l'eau, tu as vu quand il n'est pas remonté à la surface. Et même si tu étais si petite, tu as sauté après lui. Tu ne savais pas bien nager, mais d'une manière ou d'une autre,
tu as réussi à le tirer dehors. Quand les adultes sont arrivés, vous étiez tous les deux sur la berge, tu lui tenais la tête, il recrachait de l'eau. Les souvenirs commencèrent à revenir comme des vagues. Élodie se souvenait de l'eau froide, de la peur, du poids du garçon qu'elle traînait. Elle se souvenait de cris au loin, de grandes mains la tirant, d'être enveloppée dans des serviettes. « Je l'ai sauvé », murmura-t-elle. « Tu l'as sauvé. Et après, ta mère a eu peur. Peur qu'on l'accuse de l'accident parce que tu étais près de l'étang sans surveillance. Elle a démissionné et a quitté le domaine la semaine même. Raphaël a demandé après toi pendant des jours, mais on lui a dit que tu étais parti, que ce n'était pas important. » Élodie porta la main à sa bouche, les larmes coulant. Tout prenait sens maintenant. Le sentiment de familiarité qu'elle avait avec le domaine, la façon dont l'étang l'attirait chaque fois qu'elle le regardait. Et Raphaël. Raphaël avait une marque sur l'épaule, une vieille cicatrice qu'elle avait vue et sur laquelle elle l'avait interrogé. « Il s'est blessé l'épaule sur les pierres du fond quand il se noyait », expliqua Hélène. « C'est la seule marque physique qui reste de ce jour-là. Mais les marques émotionnelles, celles-là n'ont jamais guéri. » Élodie devait lui dire. Elle devait faire savoir à Raphaël qu'elle n'était pas une étrangère entrée dans sa vie par hasard, qu'ils avaient une connexion qui allait bien au-delà de l'accord qui les avait réunis. Elle trouva Raphaël aux écuries, aidant M. Antoine à soigner les chevaux. Il sourit en la voyant, un vrai sourire qui fit fondre son cœur. « Je dois te montrer quelque chose. » Elle l'emmena jusqu'à l'étang. Le soleil commençait à se coucher, peignant l'eau d'or et d'orange. Raphaël regarda autour de lui, confus. « Te souviens-tu de quelque chose concernant cet endroit ?» demanda Élodie. Il fronça les sourcils. « J'évite de venir ici. Je ne sais pas pourquoi. Ça me donne toujours une sensation étrange. T'as failli mourir ici, quand tu avais 9 ans. » Raphaël resta très silencieux. « Comment sais-tu cela ?»« Parce que j'étais là. C'est moi qui t'ai sauvé. » Elle lui raconta tout ce qu'Hélène avait révélé, observant les émotions traverser son visage. La surprise, l'incrédulité, puis, lentement, la reconnaissance. « Je me souviens de toi, » dit-il d'une voix rauque. « Pas de ton visage, mais de la sensation. Des petites mains me tirant, des yeux effrayés me regardant, de quelqu'un criant que tout irait bien. » Il regarda Élodie comme s'il la voyait pour la première fois. « C'était toi, depuis le début, c'était toi. » Élodie acquiesça, incapable de parler. Raphaël la tira vers lui, l'embrassant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Tu m'as sauvé 2 fois. Une fois de l'eau et maintenant de moi-même. Raphaël ?» « Je t'aime. » Les mots sortirent comme une confession, comme quelque chose qu'il ne pouvait plus retenir. Élodie sentit le monde s'arrêter. « Je sais que je ne devrais pas. Je sais que cela complique tout. Mais je t'aime, Élodie, et je ne peux plus faire semblant. » Elle prit son visage entre ses mains. « Je t'aime aussi. » Il l'embrassa de nouveau, et cette fois c'était différent. Ce n'était pas du désespoir ou du besoin, c'était une promesse, c'était un choix, c'était une certitude. Ils restèrent là jusqu'au coucher complet du soleil, se serrant l'un contre l'autre, sachant que ce qu'ils avaient été réel, était vrai, était impossible à nier. Mais tout n'était pas parfait. Gérard revint 3 jours plus tard. Cette fois, il n'était pas seul. Il avait amené 2 hommes avec lui, imposants, à l'air peu amène. Il gara la voiture devant la maison et descendit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Raphaël sortit pour le recevoir, Élodie à ses côtés. M. Antoine et 2 autres employés apparurent également, clairement sur la défensive. « Monsieur de Beaumont », salua Gérard, feignant la cordialité. « Je suis venu régler quelques affaires en suspens. »« Nous n'avons rien à régler, » répondit Raphaël froidement. « Ah mais si. Voyez-vous, ma nièce est ici en vertu d'un accord. Un accord qui implique une compensation financière à la fin. Mais j'ai réalisé que je n'avais peut-être pas été clair sur tous les termes. » Élodie sentit son estomac se nouer. « De quoi parles-tu » Gérard se tourna vers elle, son sourire devenant plus sinistre. « Du fait que tu es ici parce que je l'ai permis, et je peux très bien te retirer d'ici si mes conditions ne sont pas remplies. »« Quelles conditions » demanda Raphaël d'une voix dangereuse. « Simple. Une compensation additionnelle pour l'inconvénient d'avoir cédé ma nièce pour vos besoins, disons 60 000 €. » Le silence fut absolu pendant une seconde. Puis Raphaël rit. Mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était du pur mépris. « Vous essayez de m'extorquer ? Je renégocie les termes. C'est différent. Quittez ma propriété. Maintenant. » Gérard fit un pas en avant, les 2 hommes bougeant avec lui. « Ou quoi, vous allez m'y forcer »
Raphaël ne se laissa pas intimider. Il regarda M. Antoine, qui fit un signe de tête et disparut à l'intérieur de la maison. Quelques secondes plus tard, il revint avec 3 autres employés, tous armés d'outils lourds. Gérard regarda autour de lui et réalisa qu'il était en infériorité numérique. « Ce n'est pas fini, dit-il, pointant Élodie du doigt. « Tu me dois tout, ma fille. Et je viendrai réclamer mon dû. »« Elle ne vous doit rien, » dit Raphaël. « Et si vous revenez ici, vous ne serez pas seulement expulsé, vous serez arrêté. J'ai des amis dans la police, et j'ai assez de preuves pour vous accuser d'extorsion et de harcèlement. » Gérard devint rouge de colère. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait commettre un acte violent, mais il regarda à nouveau autour de lui, vit qu'il était encerclé et recula. « On se reverra, soyez-en sûrs !» Il monta dans sa voiture et accéléra, soulevant des nuages de poussière. Quand il eut disparu, Élodie sentit ses jambes fléchir. Raphaël la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Il n'abandonnera pas, » dit-elle, la voix tremblante. « Gérard n'abandonne jamais. Alors nous nous préparerons. » Raphaël la regarda dans les yeux. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve, plus jamais. » Cette nuit-là, Raphaël réunit Élodie et Hélène dans son bureau. Il y avait des papiers étalés sur la table, des documents qu'il avait révisés. « J'ai trouvé quelque chose qui explique pourquoi Gérard tenait tant à t'amener ici. » Il poussa un document vers Élodie. C'était un testament, celui de son grand-père paternel, un homme dont elle se souvenait à peine. Ton grand-père possédait des terres, beaucoup de terres, à la limite de cette propriété. À sa mort, il a tout laissé à ses descendants, cela t'inclut. Élodie regarda le document, confuse. « Mais je n'ai jamais été au courant, parce que Gérard te l'a caché. Il est l'exécuteur testamentaire, et il utilise ces terres comme si elles étaient siennes depuis des années. Mais il existe une clause. Si tu te maries et établis ta résidence légale sur une propriété contiguë à ces terres, tu en prends le contrôle total. » Raphaël fit une pause. « Notre contrat de mariage, sur le papier, active cette clause. »« Alors c'était pour ça ?»« C'est pour ça qu'il t'a amené. Il pensait pouvoir te contrôler ici, te faire signer tout ce qu'il voulait, garder la main sur les terres. Mais il n'avait pas prévu que tu deviendrais importante pour moi. » Élodie arrivait à peine à assimiler l'information. Combien de terres? 800 hectares. Des terres de grande valeur avec un potentiel agricole énorme. Raphaël lui prit la main. « Elles sont à toi, Élodie. Elles l'ont toujours été, et nous allons les récupérer. » Hélène souriait depuis son fauteuil roulant. « Regardez ça. La pauvre petite qui est entrée ici sans rien finit par posséder presque autant que l'homme puissant. » Raphaël regarda Élodie avec une pointe d'admiration. « Tu n'as jamais été inférieur à moi. Jamais. J'étais juste trop aveugle pour le voir. » Mais Élodie réfléchissait encore. Des terres signifièrent de l'argent. Cela signifiait l'indépendance. Cela signifiait qu'elle n'avait plus besoin de l'accord, plus besoin de rester. Et Raphaël comprit exactement ce qu'elle pensait. « Élodie, » dit-il doucement, « je ne te veux pas ici à cause de terres ou de contrats ou de quoi que ce soit d'autre que ce que je ressens pour toi. Si tu veux partir, si tu veux vivre ta vie loin d'ici, je comprendrai. J'en souffrirai, mais je comprendrai. » Elle le regarda, cet homme qui s'était tant transformé depuis son arrivée, l'homme qui avait réappris à ressentir, à aimer, à être vulnérable. « Et si je ne veux pas partir? Alors reste, non pas comme partie d'un accord, mais comme mienne, pour de vrai. » Élodie sentit son cœur déborder. « Pour de vrai? Pour de vrai. » Elle se leva et alla vers lui, l'embrassant avec toute la certitude qu'elle ressentait. « Alors je reste, pas pour les terres, pas pour l'argent, mais parce que je te choisis, je choisis nous. » Raphaël la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Et là, dans le bureau rempli de papiers et de secrets révélés, sous le regard souriant d'Hélène, ils se firent une promesse. La promesse que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Mais aucun d'eux ne savait à quel point cette promesse serait mise à l'épreuve. La tempête arriva sous la forme d'un procès judiciaire. Une semaine après l'expulsion de Gérard, Raphaël reçut la notification. Élodie était poursuivie pour rupture de contrat, détournement de fonds et une liste d'accusations qui n'avèrent de sens que si l'on tordait la réalité jusqu'à la briser. L'avocat de Gérard prétendait qu'Élodie était entrée dans le domaine sous de faux prétextes, qu'elle avait manipulé Raphaël pour accéder aux terres qui étaient légalement administrées par son oncle et que leur mariage était une fraude destinée à contourner la loi successorale. Pire encore, Solange s'était alliée à Gérard. Elle apparaissait comme témoin prête à déclarer qu'Élodie était une opportuniste
qu'elle s'était rapprochée d'Hélène pour obtenir des informations privilégiées, qu'elle avait séduit Raphaël délibérément. « Elles sont unies maintenant », dit Raphaël, jetant les papiers sur le bureau. « Solange veut se venger, Gérard veut les taire, et ensemble, ils pensent pouvoir vous détruire. » Élodie regardait les documents avec un calme qui la surprit elle-même. C'était peut-être parce qu'elle avait affronté pire, peut-être parce que maintenant, elle avait quelque chose qui valait la peine de se battre. « Ce qu'ils ne savent pas, dit-elle lentement, c'est que je ne suis plus seule. » Raphaël s'approcha, lui prenant les mains. « Vous ne l'êtes pas, et nous allons nous battre avec tout ce que nous avons. » Il avait déjà contacté le meilleur avocat de Bordeaux, maître Henri Tavernier, connu pour ne jamais perdre une affaire. Tavernier vint au domaine le lendemain, un homme d'un certain âge aux lunettes fines et à la mallette en cuir usé, qui avait vu plus de tribunaux que la plupart des gens n'en verraient en 10 vies. Ils se réunirent dans le bureau. Tavernier lut tous les documents, examina les lettres de Juliette, révisa le testament du grand-père d'Élodie, et quand il eut fini, il s'autorisa un petit sourire. Ils ont commis une erreur, une grosse erreur. « Laquelle ?» demanda Élodie. « En vous poursuivant pour fraude au mariage, ils doivent prouver que l'union a été faite exclusivement pour contourner la loi. Mais nous avons des témoins. Nous avons les employés qui peuvent attester que votre relation a évolué naturellement. Nous avons Hélène qui peut confirmer qu'Élodie lui rendait visite bien avant de savoir quoi que ce soit sur les terres. » Tavernier retira ses lunettes, les essuyant lentement. « Et nous avons les lettres de Solange. » Raphaël fronça les sourcils. « Quelles lettres ? Celles que votre grand-mère a gardées. Pas seulement celles de votre mère. Elle a aussi gardé des correspondances entre Solange et votre oncle. Des correspondances qui prouvent une conspiration pour frauder des documents et maintenir un contrôle indu sur la propriété. » Élodie regarda Hélène, qui était dans son fauteuil roulant au coin du bureau, souriant comme un chat qui vient d'attraper la meilleure souris. « Vous avez tout gardé, » dit Élodie, admirative. « J'ai toujours gardé, parce que je savais qu'un jour la vérité devrait éclater. » Hélène regarda Raphaël. « Et parce que je savais qu'un jour tu aurais quelqu'un à tes côtés d'assez fort pour affronter cette vérité avec toi. » Tavernier continua. « Nous n'allons pas seulement nous défendre, nous allons contre-attaquer, nous allons poursuivre Gérard pour administration frauduleuse du testament, pour extorsion et abus de confiance, et nous allons poursuivre Solange pour conspiration, fraude documentaire et détournement de propriété. » « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Raphaël. « Des mois probablement, mais nous gagnerons, j'en suis certain. » Dans les jours qui suivirent, le domaine devint un champ de bataille silencieux. Des avocats allaient et venaient, des documents étaient révisés, des témoins préparés. Élodie donnait des dépositions qui duraient des heures, se remémorant chaque détail de sa vie avec Gérard, chaque manipulation, chaque menace. Ce fut épuisant, ce fut douloureux, mais ce fut aussi libérateur. Elle se battait enfin pour elle-même. Une nuit, alors qu'Élodie était si fatiguée qu'elle tenait à peine debout, Raphaël la trouva sur la terrasse arrière, regardant l'étang illuminé par la lune. « Vous devriez dormir. »« Je n'y arrive pas. Ma tête ne s'arrête pas. » Il s'assit à ses côtés, lui offrant une couverture pour la protéger du froid nocturne. Élodie se blottit contre lui, absorbant sa chaleur. « Vous avez peur » demanda-t-il doucement. « Oui, mais pas de perdre les terres ou le procès. J'ai peur que, quand tout cela sera fini, vous réalisiez que vous n'avez plus besoin de moi. » Raphaël se tourna pour lui faire face, prenant son visage entre ses mains. « Élodie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne suis pas avec vous pour un contrat, pour des terres, ou pour quoi que ce soit d'autre que vous. Je vous aime. Et quand tout cela sera fini, quand Gérard et Solange seront vaincus, quand vous aurez récupéré vos terres, je veux être à vos côtés, pas comme un accord temporaire, mais comme votre mari, pour de vrai. » Les yeux d'Élodie s'emplirent de larmes. « Pour de vrai, pour de vrai. Je veux vous épouser à nouveau. Pas dans un bureau froid avec un contrat écrit par des avocats. Je veux une cérémonie. Je veux inviter tous ceux qui comptent. Je veux dire au monde entier que vous êtes mienne et que je suis vôtre, et que rien ni personne ne changera cela. » Élodie l'embrassa avec tout l'amour qu'elle ressentait. Et cette nuit-là, sous les étoiles, au son de l'eau de l'étang, ils firent des projets d'avenir, des projets d'une vie ensemble bâtie sur la vérité, pas sur les mensonges. Mais l'univers avait d'autres plans d'abord. L'audience préliminaire fut fixée à un lundi matin. Élodie portait un ensemble simple mais élégant que Madame Lucienne l'avait aidé à choisir.
Raphaël portait un costume sombre, paraissant plus imposant que jamais. Tavernier les retrouva à l'entrée du tribunal avec son assurance habituelle. « Souvenez-vous, du calme, de la confiance, et laissez-moi parler le plus possible. » La salle d'audience était tendue. D'un côté, Élodie et Raphaël avec Tavernier et son équipe, de l'autre, Gérard et Solange, avec un avocat gringalet aux lunettes épaisses qui semblait plus nerveux que confiant. Le juge entra, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et à l'expression sévère. Tout le monde se leva. L'audience commença par les allégations de Gérard. Son avocat dépeignit Élodie comme une manipulatrice, quelqu'un qui avait profité de la vulnérabilité de Raphaël pour accéder à des richesses qui n'étaient pas les siennes. Élodie écoutait chaque mot sentant la colère monter, mais elle se contrôla. Raphaël lui tint la main sous la table, lui donnant une force silencieuse. Quand ce fut le tour de Tavernier, il se leva avec le calme de celui qui possède tous les atouts. « Monsieur le juge, ce que nous avons ici n'est pas un cas de fraude de la part de ma cliente, mais bien une tentative désespérée de 2 conspirateurs pour couvrir des décennies de détournement de fonds et de manipulation. » Il posa un ensemble de documents sur la table. « J'aimerais présenter comme preuve des lettres échangées entre Madame Solange Oliveira et Monsieur Gérard Santos au cours des 10 dernières années, discutant explicitement de la manière de maintenir le contrôle des terres de la succession de Monsieur Antoine Santos, le grand-père de ma cliente. » L'avocat de Gérard tenta de protester, mais Tavernier continua implacable. De plus, nous avons les témoignages de multiples témoins qui peuvent attester que la relation entre Madame Élodie Santos et Monsieur Raphaël de Beaumont s'est développée de manière naturelle et sincère, sans aucune motivation financière. Il fit une pause. Et enfin, mais non le moindre, nous avons la preuve que Monsieur Gérard Santos a tenté d'extorquer 60 000 € à Monsieur de Beaumont il y a seulement 2 semaines. Nous avons des enregistrements audio, des témoins oculaires et un historique de menaces. Le juge haussa les sourcils. Gérard devint livide. Solange semblait vouloir s'enfoncer dans son siège. L'audience continua pendant encore 2 heures. Des témoins furent appelés. Madame Lucienne parla de la façon dont elle avait vu la relation d'Élodie et Raphaël grandir. Monsieur Antoine confirma la tentative d'extorsion. Hélène, dans son fauteuil roulant, donna un témoignage si émouvant et détaillé sur la manipulation que Solange avait orchestré que même le juge sembla touché. Quand tout fut fini, le juge se retira pour délibérer. L'attente fut angoissante. 30 minutes, 40, 1 heure. Finalement, il revint. Après avoir examiné les preuves présentées, il est clair pour ce tribunal que l'accusation contre Madame Élodie Santos est dénuée de tout fondement légal. Les preuves démontrent non seulement la légitimité du mariage, mais aussi un schéma de comportement criminel de la part des accusateurs. Le juge regarda directement Gérard et Solange. « Je rejette l'action intentée par Monsieur Gérard Santos et j'ouvre une enquête criminelle contre les deux, Monsieur Santos et Madame Oliveira, pour détournement de fonds, fraude documentaire et tentative d'extorsion. » Élodie sentit ses jambes fléchir. Raphaël la soutint, lui murmurant à l'oreille. « C'est fini, tu as gagné. » Mais ce n'était pas fini, pas complètement. Gérard se leva d'un bond, le visage rouge de colère. « C'est absurde. Cette fille est une menteuse. Je l'ai élevée, Monsieur, vous allez vous asseoir et vous taire ou vous serez expulsé de la salle, » l'interrompit le juge d'une voix de tonnerre. Gérard regarda autour de lui, vit qu'il était perdu et fit quelque chose de désespéré. Il sortit un couteau de sa poche. Tout se passa au ralenti. Des gardes coururent pour maîtriser Gérard, mais il fut plus rapide, s'élançant vers Élodie, la lame levée. Raphaël ne réfléchit pas. Il agit. Il se plaça entre Élodie et Gérard, recevant le coup dans le bras gauche. Le sang jaillit. Élodie hurla. Les gardes plaquèrent Gérard au sol, le menottant alors qu'il hurlait des incohérences. Raphaël tomba à genoux, tenant son bras. Élodie fut à ses côtés en quelques secondes, pressant ses mains sur la blessure. « Que quelqu'un appelle une ambulance !» cria-t-elle, la voix brisée. Raphaël la regarda, malgré la douleur évidente sur son visage, et sourit. « Maintenant nous sommes quittes. Tu m'as sauvé 2 fois. Je t'ai sauvé 1 fois. »« Vous êtes un idiot !» pleura Élodie tout en riant. « Un idiot complet. »« Votre idiot !» corrigea-t-il. L'ambulance arriva rapidement. Raphaël fut emmené à l'hôpital, Élodie refusant de le quitter d'une semelle. La blessure n'était pas profonde, mais nécessitait des points de suture. Beaucoup de points de suture. Pendant que le médecin travaillait, Élodie tenant la main droite de Raphaël, Tavernier apparut à la porte de la chambre. Gérard a été arrêté en flagrant délit. Tentative d'homicide.
Il n'est pas près de sortir de prison, et Solange a aussi été placée en détention comme complice. Il sourit, fatigué. Vous avez gagné, totalement. Raphaël regarda Élodie. Nous avons gagné. Cette nuit-là, alors que Raphaël se reposait dans un lit d'hôpital sous l'effet des calmants, Élodie resta assise à ses côtés, lui tenant la main. Madame Lucienne avait apporté de la nourriture. Hélène était dans un fauteuil dans le coin refusant de partir. Monsieur Antoine était passé juste pour s'assurer que le patron allait bien. Une famille. Une famille construite non par le sang ou l'obligation, mais par le choix et l'amour. Élodie regarda Raphaël dormir, le pansement blanc sur son bras, et sentit son cœur déborder. Il s'était jeté devant un couteau pour elle. Il avait risqué sa vie sans hésiter. « Il t'aime vraiment », dit doucement Hélène depuis son coin. « Il t'aime d'une manière que je ne pensais plus possible pour lui après tout ce qu'il a traversé. »« Je l'aime aussi », répondit Élodie. « Plus que je ne l'aurais cru possible. Alors vous irez bien. Vous allez construire quelque chose de magnifique ensemble. » Et Élodie y crut. Pour la première fois de sa vie, elle crut totalement en l'avenir. 3 jours plus tard, Raphaël sortit de l'hôpital. Ils revinrent au domaine, son bras en écharpe, mais avec des sourires qu'ils ne pouvaient cacher. La propriété semblait différente, plus légère, plus pleine de vie. Les employés les accueillirent avec des applaudissements et des embrassades. Madame Lucienne avait préparé un banquet. Même les chevaux semblaient plus joyeux dans les écuries. Cette nuit-là, Raphaël emmena Élodie à l'étang. Le même étang où elle l'avait sauvée tant d'années auparavant. La pleine lune se reflétait sur l'eau, créant un chemin d'argent. « Élodie Santos, dit-il, lâchant sa main et s'agenouillant maladroitement avec un seul bras. Je suis déjà ton mari sur le papier, mais je veux être ton mari pour de vrai. Je veux m'éveiller à tes côtés chaque jour. Je veux vieillir avec toi. Je veux avoir des enfants avec toi. Je veux construire une vie qui n'appartienne qu'à nous. » Il sortit de sa poche un écrin de velours. À l'intérieur, une bague en or blanc, avec un diamant qui brillait à la lumière de la lune. « Veux-tu m'épouser, encore une fois, pour de vrai ?» Élodie pleurait, riait et tremblait tout à la fois. « Oui, 1000 fois, oui. » Il glissa la bague à son doigt, puis se leva et l'embrassa alors que la lune les baignait de sa lumière argentée. Là, à l'endroit même où tout avait commencé des années plus tôt, ils scellèrent une promesse d'amour véritable, une promesse d'avenir commun. Et quand ils se séparèrent, Élodie regarda cet homme qui avait été de pierre et qui s'était transformé en chair et en os, en chaleur et en émotion, et elle sut qu'elle avait trouvé sa place dans le monde, non pas dans des terres, de l'argent ou des contrats, mais dans ses bras, et c'était exactement là qu'elle voulait être pour le restant de ses jours. Les 3 mois qui suivirent furent une transformation complète. Les terres d'Élodie furent officiellement transférées à son nom, libérées de tout contrôle de Gérard. Solange fut condamnée à 5 ans de prison pour fraude et conspiration. Gérard écopa de 12 ans pour tentative d'homicide, extorsion et détournement de fonds. Mais plus important que les victoires légales fut ce qui se passa à l'intérieur du domaine. Raphaël engagea un architecte pour rénover la maison d'Hélène en faisant un espace confortable et accessible. La vieille dame avait désormais des infirmières qui lui rendaient en visite quotidiennement, mais elle passait la majeure partie de son temps dans la demeure principale, présidant le dîner chaque soir, racontant des histoires et observant de ses yeux brillants la transformation de son petit-fils. Les terres d'Élodie furent intégrées à la propriété de Raphaël, mais pas comme sa propriété à lui, comme une société. Ils planifièrent ensemble ce qu'ils feraient de cet espace. Une partie serait conservée comme réserve environnementale. Une autre serait utilisée pour l'agriculture biologique, et une portion serait transformée en centre communautaire, offrant des cours et des opportunités aux habitants de la région. Élodie découvrit qu'elle avait un talent pour l'administration. Elle découvrit qu'elle aimait planifier, organiser, faire avancer les choses. Et Raphaël découvrit qu'il aimait avoir quelqu'un à ses côtés pour le défier, pour remettre en question ses décisions, pour le faire réfléchir différemment. Ils étaient partenaires, en tout. La cérémonie de mariage fut fixée à un samedi de printemps, quand les jardins du domaine explosèrent de fleurs. Élodie voulait quelque chose de simple, mais Raphaël insista pour faire quelque chose de mémorable. La semaine précédant la cérémonie fut une course contre la montre. Madame Lucienne dirigeait la cuisine comme un général, préparant un banquet pour 200 personnes. Monsieur Antoine et les autres employés décorèrent les jardins avec des arches de fleurs blanches et des chaises en bois rustique. Un prêtre vint de Bordeaux pour officialiser l'union. Élodie n'avait pas de famille à inviter.
Gérard était en prison, et elle n'avait plus personne. Mais quand elle regarda autour d'elle dans les jours précédant la cérémonie, elle réalisa qu'elle avait plus de famille qu'elle n'en avait jamais rêvé. Madame Lucienne l'aidait à choisir sa robe. Hélène donnait des conseils sur les fleurs et la décoration. Les épouses des employés proposaient des recettes de famille pour le banquet. Elle avait une famille choisie, bâtie sur l'amour et le respect, pas sur le sang. La nuit précédant le mariage, Élodie ne put dormir. Elle était dans la chambre qu'elle partageait désormais avec Raphaël, regardant par la fenêtre les jardins illuminés par la lune, quand elle sentit ses bras l'envelopper par derrière. Nerveuse? Un peu. C'est idiot, n'est-ce pas? Nous sommes déjà mariés sur le papier. Ce n'est pas idiot. Demain sera différent, demain sera réel. Élodie se tourna dans ses bras, regardant ce visage qu'elle avait appris à lire dans chaque expression, chaque ombre, chaque sourire. « Es-tu sûr de toi? Sûr que c'est moi que tu veux ?» Raphaël rit doucement, ce son qui faisait encore s'emballer son cœur. « Élodie, tu es la seule chose dont je sois sûr. Tu es entrée dans ma vie et tu as tout chamboulé. Tu m'as fait remettre en question tout ce en quoi je croyais. Tu m'as appris à ressentir à nouveau. Tu m'as sauvé, littéralement et figurativement. » Il embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres. « Tu es mon avenir, et j'ai hâte de commencer. » Ils firent l'amour cette nuit-là avec la lenteur de ceux qui ont tout le temps du monde, avec l'intensité de ceux qui connaissent la valeur de ce qu'ils possèdent, avec la certitude de ceux qui ont trouvé leur place. Le jour se leva clair et ensoleillé. Élodie se réveilla tôt, alla chez Hélène et y trouva Madame Lucienne et 3 autres femmes qui l'attendaient pour l'aider à se préparer. La robe était simple mais éblouissante, blanche en dentelle délicate avec de longues manches et un décolleté doux. Les cheveux d'Élodie furent attachés en un chignon lâche avec des mèches encadrant son visage. Hélène insista pour lui prêter son voile, le même qu'elle avait porté à son propre mariage 60 ans plus tôt. « Tu es magnifique, » dit Hélène, les larmes aux yeux. « Si belle que mon petit-fils va oublier de respirer quand il te verra. » Élodie se regarda dans le miroir et reconnut à peine la femme qu'elle voyait. Ce n'était plus la petite fille effrayée arrivée au domaine des mois auparavant. C'était une femme forte, confiante, aimée. Raphaël l'attendait devant l'autel improvisé dans les jardins. Il portait un costume gris clair, un gilet blanc et une rose blanche à la boutonnière. Quand Élodie commença à descendre l'allée de Pétales, au bras de M. Antoine qui s'était proposé pour la donner, elle vit l'expression de Raphaël changer. Hélène avait raison. Il sembla oublier de respirer. Élodie arriva à l'autel et M. Antoine plaça sa main dans celle de Raphaël avec un sourire fier. Le prêtre commença la cérémonie, mais Élodie entendait à peine les paroles. Elle était perdue dans les yeux de Raphaël, y voyant tout l'amour, toute la promesse d'avenir. Quand vint le moment des vœux, Raphaël fut le premier. « Élodie, quand tu es entrée dans ma vie, j'étais un homme brisé. Un homme qui avait oublié comment aimer, comment faire confiance, comment ressentir. Tu m'as montré qu'il était possible de reconstruire, qu'il était possible de recommencer. Tu m'as sauvé de moi-même et pour cela je te serai reconnaissant chaque jour de ma vie. » Il serra ses mains. « Je promets de t'aimer non seulement les jours fastes, mais surtout les jours difficiles. Je promets d'être ton partenaire, ton confident, ton meilleur ami. Je promets de construire avec toi une vie qui vaille la peine d'être vécue. Et je promets de ne plus jamais te laisser te sentir seule. » Élodie pleurait ouvertement. Quand son tour vint, elle dut respirer profondément avant de pouvoir parler. « Raphaël, tu m'as donné quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir. Un foyer, une famille, une place dans le monde où je suis chez moi. Tu m'as fait me sentir précieuse, importante, aimée. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une faiblesse, c'est la chose la plus forte qui existe. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je promets d'être à tes côtés en tout, dans les victoires comme dans les défaites, dans la joie comme dans la tristesse. Je promets de te défier, de te soutenir, de t'aimer de chaque fibre de mon être. Et je promets que nous vieillirons ensemble, en construisant des souvenirs qui dureront plus longtemps que nous. » Le prêtre sourit, visiblement ému. « Alors, par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Raphaël n'eut pas besoin de se le faire dire 2 fois. Il tira Élodie vers lui et l'embrassa, tandis que les invités explosaient en applaudissements et en cris de joie. Ce fut un baiser qui promettait tout. L'éternité, la passion, le partenariat, l'amour
Quand ils se séparèrent, Raphaël appuya son front contre le sien et murmura « Mon épouse, mon mari », et ces mots simples portaient le poids du monde. La fête fut glorieuse. Nourriture délicieuse, musique en direct, danse jusqu'à l'aube. Élodie dansa avec Raphaël, avec Monsieur Antoine, avec les employés. Elle vit Hélène rire plus qu'elle n'avait ri depuis des années. Elle vit tout le domaine célébrer non seulement un mariage, mais un nouveau départ. Quand la fête commença à s'apaiser, Raphaël prit la main d'Élodie et l'emmena au loin vers l'étang. La lune était de nouveau pleine, éclairant leur chemin. Là, au bord de l'eau, Raphaël l'embrassa de nouveau lentement, savourant chaque seconde. « Prête à commencer notre vie ensemble ?»« Plus que prête. » Ils s'assirent dans l'herbe, Élodie appuyée contre la poitrine de Raphaël, regardant les étoiles. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Élodie. « Il y a 1 an, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici mariée avec toi, propriétaire de terre, heureuse, je lui aurais ri au nez. Pourquoi? Parce que j'avais cessé de croire aux fins heureuses. Je pensais que la vie n'était que survie, pas de la vie. » Raphaël embrassa le sommet de sa tête. « Et maintenant? Maintenant je sais que les fins heureuses existent. Mais ce ne sont pas des fins, ce sont des commencements, le commencement de quelque chose de meilleur. » Ils restèrent là pendant des heures, discutant de leurs projets d'avenir, des terres qu'ils allaient développer ensemble, de la possibilité d'avoir des enfants un jour, des voyages qu'ils voulaient faire, des rêves qu'ils voulaient réaliser. Mais plus que des projets, ils partageaient des silences confortables, des regards qui en disaient plus que les mots, des gestes qui réaffirmaient leur présence. Quand ils revinrent à la maison, l'aube pointait déjà. Les derniers invités étaient partis. Le domaine était calme, en paix. Raphaël prit Élodie dans ses bras, la faisant rire, et la porta jusqu'à leur chambre. Ils s'allongèrent ensemble, épuisés mais heureux, enlacés d'une manière qui était devenue naturelle. « Je t'aime », murmura Raphaël, déjà à moitié endormi. « Je t'aime plus », répondit Élodie. « Impossible ». Et ainsi enlacés, ils s'endormirent. 2 survivants qui avaient trouvé l'un en l'autre non seulement l'amour, mais la rédemption. Non seulement la passion, mais la paix. Non seulement la fin d'une histoire, mais le début de toutes les histoires à venir. Les mois se transformèrent en années. Le domaine prospéra sous leur administration conjointe. Le centre communautaire qu'Élodie créa devint une référence dans la région, offrant des cours d'agriculture durable, d'artisanat et d'entrepreneuriat à des centaines de familles. Raphaël vendit une partie des anciens vignobles et investit dans l'agriculture biologique, suivant les conseils d'Élodie. Le domaine devint un modèle de durabilité, recevant des prix et de la reconnaissance. Hélène vécut assez longtemps pour voir la naissance de son premier arrière-petit-enfant, une petite fille qui reçut le prénom de Juliette, en hommage à la mère de Raphaël, qui n'avait jamais connu l'amour de son fils, mais qui l'avait aimé jusqu'à son dernier jour. La vieille dame tint le bébé dans ses bras d'une main tremblante et les yeux pleins de larmes de joie. « Maintenant, tout est en ordre, » dit-elle. « Maintenant, le cycle est complet. » Hélène s'éteignit dans son sommeil 3 mois plus tard, en paix, sachant qu'elle laissait sa famille entre de bonnes mains. Plus tard vint Pierre, un garçon aux yeux sombres comme son père et au sourire lumineux comme sa mère. Et puis Anne, calme et observatrice, avec un talent pour le dessin que personne ne savait d'où il venait. La maison, qui était autrefois silencieuse et froide, se remplit de rires d'enfants, de bruits de petits pieds courant dans les couloirs, d'une vie pulsante dans chaque recoin. Élodie et Raphaël vieillirent ensemble, côte à côte, affrontant les défis en partenaires, célébrant les victoires en compagnons. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Il y eut des disputes, des malentendus, des jours où la fatigue pesait plus que la joie. Mais dans tous ces moments, ils se souvenaient d'où ils étaient partis, de la façon dont ils s'étaient trouvés au milieu des mensonges et de la manipulation, et comment ils avaient choisi de construire quelque chose de vrai sur les décombres du passé. Ils se souvenaient de l'étang, de l'eau froide, d'une petite fille de 6 ans qui avait sauvé un garçon de 9 ans. Ils se souvenaient des lettres cachées, des vérités révélées, du baiser désespéré qui avait tout changé. Et ils se souvenaient de la promesse qu'ils s'étaient faite cette nuit de pleine lune, de toujours se choisir l'un l'autre, quoi qu'il arrive. 20 ans après leur mariage, Élodie et Raphaël étaient assis sur la terrasse de la demeure principale, observant le coucher du soleil peindre le ciel d'orange et de rose. Les enfants avaient grandi et suivi leur propre chemin. Juliette étudiait l'agronomie, voulant continuer le travail de ses parents. Pierre était devenu avocat, suivant les traces de maître Tavernier qui était devenu une sorte de grand-père pour les enfants.
Anne étudiait l'architecture, rêvant de rénover de vieilles constructions pour leur donner une nouvelle vie. Le domaine continuait d'être prospère, mais il avait désormais des gestionnaires de confiance qui s'occupaient du quotidien. Élodie et Raphaël avaient commencé à voyager davantage, à profiter de la vie qu'ils avaient construite. « Regrettes-tu » demanda soudain Raphaël, lui tenant la main. Élodie le regarda, voyant les mèches de cheveux gris sur ses tempes, les rides autour de ses yeux nés de tant d'années à rire ensemble, et elle sentit son cœur déborder du même amour qu'elle ressentait 2 décennies plus tôt. « De quoi ?»« D'être resté, d'avoir choisi cette vie avec moi. » Élodie se pencha et l'embrassa, doucement, familièrement, avec toute la certitude de celle qui avait fait le bon choix. « Pas une seconde. Cette vie avec toi est tout ce que j'ai toujours voulu, même quand je ne savais pas qu'il était possible de le vouloir. » Raphaël sourit, ce sourire qu'elle avait vu évoluer de rare et réservé à fréquent et libre. « Moi non plus, je ne regrette rien. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » 2 fois, qu'ils restèrent là, main dans la main, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Et quand la première étoile apparut dans le ciel, Élodie fit un vœu, le même vœu qu'elle faisait chaque nuit. Que cet amour, cette vie, cette paix qu'ils avaient conquise ensemble, durent éternellement. Et en regardant Raphaël, voyant le reflet de son propre amour dans ses yeux, Élodie sut que le vœu s'était déjà réalisé. Ils avaient commencé comme des étrangers unis par un contrat. Ils étaient devenus des amants découvrant des vérités cachées. Ils s'étaient transformés en partenaires bâtissant un avenir. Et maintenant, après tout, après les mensonges défaits et les vérités embrassées, après les batailles gagnées et les peurs affrontées, ils étaient simplement ce qu'ils auraient toujours dû être, des âmes sœurs, des compagnons, l'un pour l'autre, pour toujours. La lune commença à monter dans le ciel, illuminant le domaine d'une lumière argentée. De l'étang venait le doux son de l'eau, cette même eau qui avait été témoin de leur première rencontre tant d'années auparavant, quand une petite fille avait sauvé un garçon, sans savoir qu'elle sauvait son propre avenir. Raphaël tira Élodie plus près de lui, et elle se blottit contre sa poitrine, écoutant le battement ferme du cœur qui ne battait que pour elle. « Pour toujours » murmura-t-il contre ses cheveux. « Pour toujours » acquiesça-t-elle. Et là, sur la terrasse de la maison qui avait été le théâtre de tant de mensonges et qui était désormais le foyer de tant de vérités, ils restèrent. 2 survivants qui avaient trouvé non seulement